Le terme empire désigne un territoire ou un ensemble de territoires qui se trouve sous la domination d'un même chef, que l'on appelle empereur ou impératrice. Par sa nombreuse victoire militaire, Rome a réussi à se composer un empire colossal, contrôlant ainsi tout le bassin méditerranéen. Pour ce faire, elle a dû se composer d'une armée très puissante, instaurer la Pax Romana et compter sur les populations conquises pour devenir encore plus fortes. Les institutions de l'État pendant la période de la République et les personnes qui se détiennent les pouvoirs les plus importants sont élues par les citoyens. L'expansion territoriale déjà bien amorcée fait en sorte qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, il est très difficile de gérer tout le territoire acquis par les Romains. En 27, Octavien Ier ou Auguste s'approprie pratiquement tous les pouvoirs. Il maintient les institutions politiques, mais le pouvoir de ceux qui les constituent est désormais beaucoup plus symbolique. On dit alors que le pouvoir était très centralisé. Rome, la capitale de l'Empire, compte alors environ 1 million d'habitants. Les citoyens dans l'armée romaine. Les citoyens romains devaient, dans la mesure du possible, payer des impôts et servir dans l'armée. Tout comme les Athéniens, seuls les hommes pouvaient être citoyens, mais contrairement à ces mêmes Athéniens, les étrangers avaient accès à la citoyenneté sous certaines conditions. Sous l'Empire, la population était divisée de la façon suivante. Citoyens patriciens. Citoyens romains qui, par leur naissance, appartiennent à l'aristocratie. Ils sont riches et peuvent devenir sénateurs, magistrats ou fonctionnaires. Citoyens plébéiens, citoyens romains qui, par opposition aux patriciens, n'appartiennent pas à la noblesse. La plèbe signifie tout simplement population. Ils sont habituellement des artisans, des commerçants ou majoritairement des paysans. Péricoins, habitants des provinces conquises par les Romains. Ils paient plus d'impôts et ont le service militaire obligatoire. Ils peuvent devenir citoyens en servant 25 ans dans l'armée ou en achetant leur titre. Anciens M, les affranchis, anciens esclaves qui par un processus juridique a obtenu sa liberté. Il demeure client sous la tutelle d'un patron, son ancien maître, de qui il prendra habituellement le nom. Mais sa descendance sera complètement libre. Il pouvait être libéré par son maître, souvent par testament ou encore par l'État, par exemple pour cause de mauvais traitement de la part du maître. Les esclaves. Les esclaves romains sont nombreux. Ne pas en avoir, c'est le comble de la misère pour un citoyen. Ils sont souvent capturés lors des conquêtes ou par des pirates, mais on peut aussi devenir esclave parce qu'on a commis un crime, trahi ou parce qu'il croule sous les dettes. À la base, l'esclave n'a aucun droit, mais sous l'Empire, ces lois viendront protéger les esclaves et faciliter leur franchissement. L'administration des provinces et la Pax Romana. Lorsque les Romains prenaient un territoire, ils en faisaient une province romaine. On comptait 40 provinces romaines à l'apogée de l'Empire. On fortifiait les frontières. La paix était maintenue et on prélevait les impôts. C'était la Pax Romana, soit la paix romaine. Dans l'Empire, on attribuait souvent le pouvoir aux anciens chefs locaux et les populations étaient romanisées. Elles pouvaient obtenir la citoyenneté et devaient adopter certains aspects culturels des Romains. Cela incluait la loyauté à l'Empire et le service militaire. Par contre, si le territoire ne représentait pas de menace pour l'Empire, on accordait aux populations le privilège de conserver certaines de leurs coutumes. Par ailleurs, on utilisait les techniques militaires des peuples conquis, ce qui contribuait à la puissance militaire de l'armée romaine. L'armée romaine est composée de plusieurs légions, 6000 légionnaires dirigés par un tribun ou un légat, divisés en centuries, groupe de 100 légionnaires dirigés par un centurion. L'armée romaine était reconnue pour cette discipline rigoureuse. En effet, les Romains avaient fait du rôle de soldat un métier, les légionnaires recevaient un salaire, la solde, et toute indiscipline ou insubordination était très sévèrement punie. On risquait même la mort. L'armée romaine comptait même des troupes spéciales ayant des mandats particuliers ou des aptitudes particulières. Aussi, on étudie attentivement les stratégies militaires pour maximiser les campagnes. Par exemple, pour la guerre des Gaules, Jules César s'est servi des divisions entre les Gaulois pour remporter les premières Gaules en campagne. Par la suite, Vergingétorix rassembla les Gaulois, mais malgré la victoire de Gergovie, ils furent assiégés par les Romains à Alésia.
Vercingétorix fut capturé. À la fin de la guerre des Gaules jusqu'au IVe siècle, la Pax Romana règne dans l'Empire. Les habitants de l'Empire pouvaient vaquer à leur occupation en toute quiétude. Cela a amené une augmentation de la population. De plus, dans tout l'Empire, on bénéficiait de nombreuses infrastructures, en plus d'une ville culturelle très élaborée. Les routes romaines. Vu de l'étendue de l'Empire romain, il a été nécessaire de construire un très vaste réseau routier afin de s'y déplacer facilement. Il comportait des routes terrestres, maritimes et des ponts. Le réseau routier témoignait du génie des Romains. La première route d'allée, la Via Appia, voie appienne, a été construite en moins 312 et certains tronçons existent encore aujourd'hui. Reliée à l'origine Rome à Capoue, elle fut ensuite prolongée et on a construit de nombreux tronçons s'y attachant. Ceci n'est pas un hasard si on dit que tous les chemins mènent à Rome. Les aqueducs. Les Romains ont élaboré le premier système d'eau courante. Des aqueducs acheminaient l'eau des montagnes jusqu'aux maisons, aux établissements publics et aux thermes, c'est-à-dire les bains publics. Ces aqueducs sont non seulement révolutionnaires du point de vue pratique, ils sont également des merveilles architecturales. Les égouts. Au départ, les égouts étaient à ciel ouvert et avaient pour but d'assécher les marécages de la ville rapidement. On construit un vaste réseau d'égouts souterrains afin de disposer des eaux usées et ainsi limiter les épidémies. Des latrines des toilettes, souvent très luxueuses, étaient construites un peu partout et reliées au système d'égouts. Les impôts prélevés dans tout l'Empire servaient à construire ces infrastructures et à donner au peuple du pain et de l'eau. Pour divertir la population, on a construit le cirque Circus Maximus, pour les courses de chars et le Colisée Colosseum pour les combats de gladiateurs en plein cœur de Rome. Des colisées et des cirques étaient également construits dans toutes les villes importantes de l'Empire. Les empereurs espéraient, en fournissant tout cela à la population, éviter les actes de rébellion. Les provinces romaines jouissaient d'une certaine autonomie, mais elles étaient romanisées, c'est-à-dire que leur culture était imprégnée de celle de l'envahisseur. Le latin était la langue officielle de l'Empire et on devait la parler partout. On se devait aussi de porter les vêtements romains. La religion polythéiste était calquée sur celle de la Grèce antique, à qui on avait donné des noms romains. Les plus importantes divinités étaient les divinités planétaires, au nombre de 12. Cependant, au 1er siècle, une nouvelle religion, le christianisme, apparaît dans l'Empire. Progressivement, il gagnera en popularité pour devenir la religion officielle de l'Empire au 4e siècle. Le prochain chapitre portera sur cette discrimination de l'Occident. Le déclin de l'Empire commence à partir du 3e siècle. 3 facteurs expliquent principalement la chute de l'Empire romain d'Occident: la montée du christianisme, l'affaiblissement du pouvoir impérial, les invasions barbares. Le 4 septembre 476, Odoacre, chef de Skyrès, allié aux Huns, dépose le dernier empereur, Romulus Augustule, et c'est la fin d'une longue déchéance de l'Empire romain ayant commencé plus de 200 ans auparavant. L'Empire romain d'Orient, créé par Théodose Ier en 393 afin d'alléger l'administration difficile de l'Empire, subsiste jusqu'en 1453 lorsque sa capitale, Constantinople, anciennement Byzance, sera prise par les Ottomans. Aujourd'hui, on appelle cette ville Istanbul.